bienvenue à tous. On s'est pour la plupart vu déjà autour de quelques agapes que j'appellerai désormais UNESCO, hein, pour Una, Est, etc. Donc, place à la science ouverte avec Pierre Mounier qui donc nous fait l'honneur de nous faire une petite présentation sur Opéra, mais peut-être un tout petit peu plus. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre, il faut rappeler que tu es latiniste de formation, cela touchera certains de l'Institut Ausonius en particulier, né dans cette fabuleuse année 1970, n'est-ce pas ? Tes grandes passions sont les humanités et les technologies numériques. Tu es ingénieur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales, directeur adjoint de Open Edition, co-directeur du Directory of Open Access Books, DOAB, co-coordinateur d'Opéra, et c'est surtout à ce titre que tu es présent ici. Je vais me permettre une petite anecdote qui date d'il y a 5 ans, lorsque la plateforme UNA se construisait confinée. Je cherchais à joindre le DOAB et je ne sais comment je me retrouve au téléphone avec Pierre Mounier, à qui je commence à faire comprendre avec cette vivacité que de nombre d'entre vous connaissent, que tout était fait pour Open Edition, que les offres n'étaient pas écoutées, blablabla. Pierre Mounier, qui est ici présent, m'écoute et me dit, impassible, nous sommes là pour encourager les initiatives innovantes et vous pouvez prendre contact avec les collègues du Pays-Bas, donc le DOAB, qui s'adapteront à votre modèle. Il y a de la place pour tout le monde, me dit-il. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, oui. Pour nous, dès lors, les choses ont changé. Et UNA a pu s'installer dans le paysage de l'édition scientifique ouverte. Merci Pierre d'être venu sur le campus de Bordeaux, Montaigne, et être témoin de cette incroyable énergie qui émane de nos services éditoriaux, de notre communauté de chercheurs, de notre SCD, de notre pôle recherche. Nous œuvrons chacun à notre manière pour la science ouverte. Sur ton blog, j'ai retenu une des questions que tu te poses encore. La sagesse de Montaigne est-elle audible dans le cyberespace ? Espérons qu'en étant sur les terres de cet humaniste et dans l'université qui porte son nom, tu trouveras un semblant de réponse. J'en ai trop dit, je te laisse la parole. Merci beaucoup Stéphanie. Un grand merci à toi et un grand merci à l'université Bordeaux-Montaigne pour m'inviter d'abord à partager vos agapes, ce que j'ai fait avec grand plaisir, à discuter avec vous. Et aussi pour me donner l'opportunité d'essayer de vous présenter cette infrastructure de recherche Opéra qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas forcément, me semble-t-il, parce que c'est une infrastructure de recherche qui est très nouvelle, qui est en cours de construction, qui se déploie au niveau européen. Et je vais essayer de partager avec vous un peu des éléments d'information sur quelle est l'ambition de cette infrastructure de recherche européenne, qui est dans la continuité de celle d'Open Edition, que vous allez voir très très vite, et qui, je l'espère, va vous intéresser et faire écho à vos activités, à vos propres ambitions ici, en matière de développement d'une édition de sciences ouvertes. Alors, Opéra, en un mot, qu'est-ce que c'est ? Je vais commencer par là pour essayer de situer les choses. C'est ce qu'on appelle donc une infrastructure de recherche qui soutient la communication scientifique ouverte dans le domaine des sciences humaines et sociales dans l'espace européen de recherche. Donc en Europe, pas seulement dans l'Union européenne, mais dans tous les pays qui sont accrochés à l'Europe d'une certaine manière, en particulier par des coopérations scientifiques, par exemple tout autour du bassin méditerranéen. La mission d'Opéra, c'est de coordonner et de fédérer les ressources en Europe, c'est-à-dire à la fois les organisations, les personnes, les initiatives, les projets, les infrastructures, les services et aussi les financements pour répondre efficacement aux besoins de communication savante des chercheurs européens dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le contexte de la science ouverte, encore une fois, et de l'accès ouvert aux publications scientifiques. Je vais revenir sur ce point plus en détail, mais je vous le dis dès à présent en un mot. Opéra est né d'un constat qui est celui de la fragmentation
et du manque de coordination des acteurs de l'édition, en particulier en sciences humaines et sociales. Alors, à l'échelle européenne, on peut en faire le constat à l'échelle européenne, comme on peut en faire le constat à l'échelle nationale aussi. La caractéristique de ces acteurs, par rapport à d'autres secteurs d'édition ou d'autres secteurs scientifiques, c'est que souvent, ce sont des acteurs de petite taille qui sont en manque de moyens, voilà, ne sont pas surdotés, c'est un euphémisme, et donc qui ont des difficultés à se coordonner pour aligner leur action et pour tous ensemble ou tout ensemble faire masse et aller dans une direction et avoir la capacité de reconfigurer le paysage autour d'eux en fonction de leurs propres besoins et de leurs propres valeurs. Ça paraît une manière très abstraite de présenter les choses, mais vous allez voir qu'en fait, nous essayons de donner à cette vision un peu abstraite une réalité concrète qui correspond. Donc la vision d'Opéra, c'est de faire de la science ouverte une réalité pour la recherche en sciences humaines et sociales, en parvenant à édifier un système de communication scientifique où les connaissances produites en SHS servent pleinement aux chercheurs, mais aussi à l'ensemble de la société. Alors comment est-ce que c'est né Opéra? L'idée, je dirais, est née en 2014, lorsque il y a une conférence en fait qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, qui était une conférence annuelle qui prenait place surtout en Europe, mais aussi dans d'autres pays, qui s'appelait ELPUB pour Electronic Publishing. C'était une vieille conférence qui existait depuis 20 ans avec une conférence annuelle dans une ville différente. Et la 18e édition de cette conférence ELPUB a eu lieu à Thessalonique, en Grèce, au cours de laquelle, donc vous voyez le titre de la conférence, le thème à l'époque c'était Digital Scholarship for the Next Generation. Et à l'occasion de cette conférence, avec une collègue grecque, Victoria Tsoukala, nous avons co-organisé un atelier avant la conférence. Et vous voyez ici la description de l'atelier qui était vraiment centré sur essayer de mettre en lumière et de comprendre la dynamique qui animait ces initiatives de publication que l'on appelait à l'époque non-profit, donc sans but lucratif, qui ne correspond pas forcément à de l'édition publique, ça peut être de l'édition associative par exemple, ça peut être, il y a tout un tas de statuts, mais qui était particulière par rapport à l'édition, on va dire, commerciale dominante, que l'on connaît en particulier dans les domaines des sciences techniques et médecine, donc dominés par Springer, Elsevier, etc. Et donc avec Victoria, on se connaissait, on travaillait ensemble depuis plusieurs années, on a développé des collaborations ensemble. On s'est dit, mais en fait, ces presses universitaires, ces maisons d'édition, ces activités éditoriales des sociétés savantes, en fait, elles sont pas reconnues. Pas assez reconnues, pas assez connues, en particulier au niveau européen. Et donc, on a fait un workshop, on a invité un certain nombre de personnes à venir partager leur expérience. Donc, il y avait elle qui, à l'époque, travaillait pour EKT, qui est le Centre national de documentation grec, qui est une plateforme de publication en accès ouvert. Il y avait moi qui représentais Open Edition, mais j'avais invité, par exemple, Emmanuelle Korn, qui était directrice des relations de la MSH à l'époque, qui représentait un acteur français. Et puis, il y avait aussi, on avait invité aussi Ubiquity Press, qui est un acteur britannique, for profit d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, mais au service de modèles d'édition à l'époque, en tout cas, qui était plutôt en direction des différentes communautés. Puis, il y avait, si je me souviens bien, il y avait quelqu'un d'une presse universitaire allemande, et on avait quelques personnes. Et évidemment, on fait ce workshop ensemble, et on fait ce constat-là, de l'absence de coordination et de la volonté que l'on a de joindre nos forces pour être plus fort au niveau européen. Plus fort au niveau européen, ça veut dire développer des services que chacun de nous ne sommes pas capables de développer indépendamment des autres, donc de monter à l'échelle pour avoir des services qui servent toute la communauté au niveau européen, et je vais vous parler de ces services. Mais c'est aussi faire du plaidoyer, c'est-à-dire en fait parler d'une seule voix en direction des politiques et en direction des financeurs de la recherche. Et en particulier, quand vous parlez au niveau européen, en direction de la Commission européenne, qui délivre en fait des financements assez importants via ces projets. Sauf qu'à l'époque, il y avait zéro appel à projet qui permettait de soutenir le développement de services d'appui à l'édition en accès ouvert dans ce cadre-là, au niveau des appels à projets de la Commission européenne.
Bon, il se trouve que Victoria Tsukala, depuis, a changé de fonction et elle travaille maintenant à la Commission européenne. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plus d'appels, on va dire, qui répondent à ce véritable besoin. Et on a développé toute une communauté autour de cette question. Alors, d'un point de vue historique, comment ça s'est passé? Tout simplement, à partir de ce constat en 2014 que l'on fait tous ensemble, évidemment, il faut souvent, comme vous le savez, enfin j'imagine, du temps de maturation des idées. On a une idée comme ça, on se dit « Ah oui, c'est ça qu'il faut faire ». Puis après, on retourne à ses affaires, évidemment, on est submergé par les tâches quotidiennes que l'on doit accomplir. Et il faut tout un temps de discussion avec d'autres acteurs. Je me souviens de discussions que l'on a eues à la foire de Francfort, par exemple, sur des stands des uns et des autres, en me disant « Est-ce qu'on ferait pas quelque chose dans ce sens ?» et ainsi de suite. Et puis en 2016, on se dit, on identifie un appel de la Commission européenne pour un projet pour financer ce qu'on appelle une design study, donc une étude de design pour construire des infrastructures ou des services communs au niveau européen. Et on candidate. Et en fait, on est reçu, donc on est sélectionné et on reçoit un petit financement à l'époque pour faire cette étude du design. Et c'est notre premier projet européen, c'est OperaSD, qui démarre en 2017. Donc là, on a des moyens pour agréger des acteurs, donc un acteur néerlandais, donc très vite le DOAB au Apple. À l'époque, c'était Elko Verwerda qui en était le directeur. Évidemment, EKT en Grèce, Elena Gilia à l'Université de Turin en Italie. Un petit cercle avec un petit nombre de pays européens. On participe tous à ce projet européen pour faire l'étude de design de cette future infrastructure. Et après, les choses s'enclenchent. Le projet suivant, c'est OperaSP pour Preparation, donc 2019-2021. En 2020, on se dit, ça c'est très bien ce qu'on est en train de faire, mais pour l'instant, nous sommes un réseau relativement informel. Donc on est 3, puis 5, puis 10, puis 15, représentant plusieurs institutions dans plein de pays européens. On discute ensemble, on est porté par des projets européens, donc on reçoit du financement, on travaille ensemble, on fait ce qu'on appelle des délivrables, donc on produit des rapports. Et on se dit, tout ça c'est très bien, mais on est encore trop informel pour pouvoir peser et pour pouvoir nous structurer. Et donc, on se dit, peut-être que ce serait le moment de créer une entité légale, une organisation. Et donc, c'est en 2020 que l'on crée ce qu'on appelle une AISBL, donc c'est une association internationale sans but lucratif, sauf qu'elle n'est pas française, elle est belge, elle est de droit belge. Et donc, on crée cette AISBL en 2020, et là, on loue des bureaux à Bruxelles. Donc le but, si vous voulez, c'est de créer l'entité légale pour avoir une structure de gouvernance forte, pour ramasser des financements, pour être fort, pour pouvoir agir. Et on crée, et on a des bureaux à Bruxelles. Vous imaginez très bien pourquoi. C'est parce qu'on est proche de la Commission, on est proche des institutions européennes et on peut commencer à dialoguer avec les institutions européennes, mais aussi les autres associations qui sont à Bruxelles. Par exemple, à Bruxelles, vous en avez une qui s'appelle ISH, ou European Association for Social Sciences and Humanities. C'est une association aussi qui représente l'ensemble des sciences humaines et sociales au niveau européen. Ils ont plus de 70 membres qui sont des universités et des organismes de recherche qui rassemblent. Il y en a une autre qui s'appelle Science Europe, avec qui on a développé des partenariats, qui représente les organismes de financement de la recherche au niveau européen. Donc vous êtes en fait, l'idée c'est de prendre pied dans la bulle bruxelloise d'une certaine manière, pour y représenter l'intérêt, notre intérêt à nous tous là, ici, qui est l'intérêt des acteurs de l'édition, de la documentation, en accès ouvert, pour les sciences humaines et sociales. Et en 2021, on accède à ce qu'on appelle la feuille de route ESFRI. Donc, ESFRI, c'est un acronyme qui veut dire en fait European Strategy Forum for Research Infrastructure. C'est une feuille de route qui est édifiée par les États membres pour planifier la construction des futures infrastructures de recherche européennes dans tous les domaines scientifiques. Donc, quand vous avez un télescope, une flotte de satellites, un accélérateur de particules, un énorme microscope électronique ou une flotte océanique qui veut se créer au niveau européen, ça exige des investissements de la part des États membres qui sont importants. Et souvent, chaque État membre, en fait, n'a pas forcément les moyens pour le développer tout seul. Donc, en fait, ils mettent en commun des moyens pour développer ces infrastructures de recherche. Eh bien, en fait,
la création de ces télescopes, flottes de satellites, etc., est inscrite dans la feuille de route ESFRE au niveau européen. Et nous, on rentre dans la feuille de route ESFRI. Donc, en fait, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, notre domaine d'activité, l'enjeu, en fait, c'est que notre domaine d'activité, qui est l'édition de sciences humaines, soit aux côtés de et sur le même pied que ces grands outils, ces grands instruments de recherche, avec ce message qu'on essaye de faire passer aux politiques et aux financiers, qui est de dire, mais en fait, cette activité, elle est aussi importante que vos télescopes. En fait. Parce que c'est une activité de diffusion des connaissances. Et donc, l'activité d'édition pour les sciences humaines et sociales, elle est aussi importante pour les SHS que ces grands outils pour ces grandes infrastructures de recherche pour les autres domaines scientifiques. On se fait pas toujours entendre, hein, je vous dis les choses, on n'est pas au bout de la route, mais en tout cas, c'est ça l'ambition, c'est de dire on est au même niveau. Et donc, cette activité d'édition, elle doit être soutenue au même niveau que ces grands instruments de recherche. Et donc ensuite, on a plusieurs étapes, d'autres projets européens. Et notre idée, c'est de se créer en tant qu'ERIC en 2027. Donc un ERIC, c'est l'acronyme, un autre acronyme de European Research Infrastructure Consortium. Et en fait, c'est une entité légale de droit européen qui est créée au niveau du droit européen, dont les membres sont les États, et qui vont financer de manière pérenne cette infrastructure européenne à travers cet ERIC pour lui permettre de se développer. Donc, j'imagine que vous connaissez les infrastructures européennes de type DARIA, CLARIN, CESDA, chacun pour leur domaine disciplinaire. Ce sont des ERIC. Donc, c'est ce qui leur donne la pérennité et la puissance d'agir d'une certaine manière et de développer des services. Bien, nous avons l'ambition d'être aux côtés de ces autres infrastructures au même niveau en étant un ERIC. Alors, quels sont les piliers d'Opéra, en particulier aujourd'hui avec notre plan stratégique? Donc, on a un premier pilier d'action qui est de redessiner l'écosystème de la communication savante. Alors, pourquoi redessiner l'écosystème de la communication savante? Je vais reparler du modèle Diamant. Donc, nous sommes très actifs pour la promotion et le développement des modèles d'édition dits Diamant. Alors, je rappelle que pour tout le monde que le modèle Diamant, c'est un modèle d'édition en accès ouvert qui a deux particularités. La particularité, c'est qu'il est en accès ouvert, donc sans paiement pour les lecteurs, mais il ne charge pas non plus de coût de publication pour les auteurs. Donc, il n'y a pas d'APC. D'accord? Donc, c'est un modèle qui est libre, qui est d'accès ouvert pour les lecteurs comme pour les auteurs. Et les auteurs publient dans les revues Diamant sur la seule base de leur mérite académique et non pas sur la base de leur capacité de financement. Et ce qui est propre au modèle Diamant, c'est le fait que les publications sont entre les mains de la communauté scientifique elle-même. Et donc, par exemple, les revues ne sont pas la propriété des éditeurs commerciaux, mais sont la propriété de la communauté scientifique représentée par ces organismes de recherche, ces presses universitaires, ces universités, ces sociétés savantes et ainsi de suite. Donc, nous, notre objectif, et évidemment, quand on parle en sciences humaines et sociales, d'accès ouvert pour la publication en sciences humaines et sociales, on se dit tout de suite que le modèle Diamant, c'est un modèle qui est vraiment propre aux sciences humaines et sociales. Il y a très peu de revues en SHS qui chargent des APC, par exemple, qui sont en modèle Gold. Mais notre objectif, c'est pas seulement de défendre ce modèle. Notre objectif, c'est de le promouvoir et donc de redessiner l'écosystème de la communication scientifique autour du modèle Diamant, plutôt que de simplement défendre notre précaré en disant non, mais nous, on est différents, comme font souvent les SHS, en disant non, mais nous, c'est différent. S'il vous plaît, ne nous attaquez pas trop, essayez de nous préserver. Non, nous, notre objectif, c'est de dire, en fait, le modèle d'édition que nous avons, qui est le modèle d'édition Diamant pour les SHS, il devrait être adopté par toutes les disciplines. On va essayer de le promouvoir dans toutes les disciplines. Le deuxième objectif, le deuxième pilier d'activité d'Opéra, c'est de renforcer la communauté, typiquement en renforçant ses capacités, en renforçant ses compétences, aussi avec des actions de formation en particulier, des actions d'information, des actions des actions en commun, des mises en commun de ressources et ainsi de suite. Troisième pilier, soutenir la bibliodiversité. Donc, nous avons fait de la bibliodiversité un de nos piliers, parce qu'évidemment, ça, c'est très propre aux sciences humaines et sociales et en particulier à la communication scientifique en SHS.
Évidemment, nous sommes sensibles en SHS à la biodiversité, ne serait-ce qu'à la diversité des formats de publication, c'est-à-dire à l'importance des livres aux côtés des revues, et à encore d'autres formats de publication, mais aussi à la diversité des structures d'édition. Et donc, je reprends le mot que tu citais, Stéphanie, il y a de la place pour tous, et donc nous voulons faire une place pour tous les acteurs dans leur diversité, pour que chacun puisse servir sa propre communauté et contribuer au développement. Et puis, une action qui consiste à encourager la qualité, je reviendrai sur ce point. Donc aujourd'hui, Opéra, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, c'est une organisation internationale à but non lucratif, donc une AISBN basée à Bruxelles, dont les membres ne sont pas des individus, mais sont elles-mêmes des organisations, donc des universités, des presses universitaires, des bibliothèques, des maisons d'édition, des organismes de recherche, et ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui 70 organisations membres dans 25 pays. Et notre association est dirigée par une assemblée exécutive de 13 membres qui coordonnent les nœuds nationaux. C'est-à-dire que nos 13 membres cœurs, entre guillemets, qui sont dans l'assemblée exécutive, ne représentent pas seulement eux-mêmes, mais ils représentent leur pays aussi. Donc OAPEN, par exemple, la plateforme OAPEN représente les Pays-Bas parce qu'ils sont petits aux Pays-Bas. L'université de Turin représente toute l'Italie. FECIT, qui est un organisme de financement et une infrastructure, représente toute l'Espagne. L'université de Coimbra représente tout le Portugal et ainsi de suite. Et pour la France, j'imagine que vous comprenez, et la France, c'est la France. Donc c'est le CNRS et en particulier l'INSHS qui représente la France dans l'assemblée exécutive. Le moteur d'Opéra, il fonctionne en 3 temps. Donc comment ça marche Opéra? Quel est son mode opératoire d'une certaine manière? C'est un moteur à 3 temps. Je l'ai dit, Opéra est au service de ses communautés. Donc on démarre de là. Entendre la communauté, essayer de faire travailler la communauté en commun pour qu'elle exprime ses besoins et qu'ensemble on puisse imaginer des solutions qui répondent à ses besoins. Donc on a créé ce qu'on appelle nous des Special Interest Groups, qui sont en fait des groupes de travail thématiques. Donc lorsqu'une organisation devient membre d'Opéra, elle peut envoyer autant de personnes qu'elle le veut dans autant de groupes de travail thématiques que nous avons organisés pour rencontrer les collègues et travailler en commun. Et donc commencer à établir des feuilles de route sur la base des besoins identifiés. Donc une fois que vous avez identifié les besoins, vous dites par exemple on a besoin de développer tel service ou tel outil ou telle pratique. Mais quelle est la marche entre l'identification du besoin et le service qui existe? C'est le projet pour le développer. Donc on va aller chercher de l'argent, en particulier au niveau de la Commission européenne, pour développer ces services. C'est le deuxième temps du moteur. Après l'identification des besoins avec la communauté, on va chercher de l'argent auprès de la Commission européenne pour avoir des projets qui permettent de développer ces services. Et le troisième temps, ce sont les services qui, eux, sont censés répondre aux besoins qui ont été identifiés. Mais vous le savez comme moi, le monde est fluctuant, donc les choses changent, et les services, ils courent toujours le risque de devenir obsolètes par rapport à des besoins qui évoluent à très grande vitesse. Vous avez tous un terme en tête, j'imagine, qui est celui de l'intelligence artificielle, qui est un exemple typique de ce que nous sommes en train de vivre avec une évolution à toute vitesse qu'il faut prendre en compte. Et donc, à laquelle il va falloir, et donc avec des besoins auxquels il va falloir pouvoir répondre par de nouveaux services ou par le développement de nouvelles fonctionnalités à l'intérieur des services existants. Et donc ça, ce sont les groupes de travail qui font ce monitoring et qui se disent, tiens, ce service, on va le développer dans tel sens pour pouvoir répondre à nos besoins. Premier temps, le travail collaboratif dans les Special Interest Groups, qui sont les groupes de travail. Vous avez ici une liste des thématiques de ces groupes de travail. Donc, vous en avez un sur l'advocacy, donc le plaidoyer, c'est-à-dire comment on se met tous ensemble pour faire c'est pas du lobbying, techniquement, c'est de l'advocacy, donc plaidoyer en direction des politiques et des financeurs de la recherche pour exprimer nos besoins. Il y en a un deuxième sur les bonnes pratiques d'édition. Il y en a une troisième sur les standards techniques, l'interopérabilité et les principes FAIR. Il y en a un sur le multilinguisme. Il y en a un sur les livres en accès ouvert. Il y en avait un sur les modèles économiques de l'accès ouvert, et je vais y revenir. Et il y en avait un sur les outils et les plateformes. Ces groupes de travail, ils sont pas figés, ils sont pas gravés dans le marbre. La preuve en est que récemment, en fait, on en a changé d'eux. Parce que ils ont fait le constat, donc la communauté a fait le constat qu'ils étaient arrivés au bout de leur travail et qu'il fallait passer à autre chose. Typiquement, le groupe de travail outils et plateformes, qui était un groupe de travail très technologique, qui s'est dit, là, il y a une révolution de l'IA qui nous arrive dessus, il faut qu'on se reconfigure. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retransformés
en un groupe de travail sur l'intelligence artificielle qui va démarrer ses travaux en septembre. Celui sur les business models, c'est la même chose. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fusionné avec l'autre. Et donc maintenant, on a un gros groupe de travail sur les livres en accès ouvert avec 3 sous-groupes. Un consacré aux infrastructures, un deuxième consacré au modèle économique et un troisième consacré à la communauté. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est juste une illustration du fait qu'on essaie de faire évoluer nos groupes de travail avec les besoins de la communauté aussi. Les projets, ça c'est le deuxième temps. Je vous ai donné ici un aperçu la liste à peu près, pas exhaustive mais presque, des projets européens en particulier dans lesquels nous sommes impliqués aujourd'hui ou que nous coordonnons. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui on a un projet qui s'appelle Operas Plus, qui est dans la continuité de Operas Design et Operas Preparation. Donc ça c'est vraiment un projet qui apporte des financements pour le développement de l'infrastructure. Mais on a aujourd'hui 2 projets qui sont l'un en train de se terminer et l'autre qui se terminera à la fin de l'année pour le développement de l'accès ouvert Diamant. Donc c'est Diamas et Craftoe. On a un projet qui s'est terminé récemment sur la question des livres en accès ouvert et en particulier la question des politiques au niveau national et européen pour le soutien à la publication des livres en accès ouvert qui s'appelle Palomera, qui même s'est terminé récemment. Un autre financé par la Mellon Foundation. Je l'ai mis aussi pour vous montrer la diversité des sources de financement. Donc celui-ci est financé par en fait un organisme de financement privé qui est la Fondation Mellon aux États-Unis et qui finance un développement sur la question des métriques d'usage sur les livres en accès ouvert. On en a sur le plus large auquel on participe sur la science ouverte grâce à Keys for EOSC. On a été financé par le FNSO pour défricher la question de la traduction. Donc ça, c'est aussi un sujet pour le multilinguisme qui nous touche particulièrement. Et en particulier, le sujet qui a été défriché par ce projet sur la traduction, c'est s'intéresser à la question de la mobilisation des outils de traduction automatique pour accroître la découvrabilité des contenus francophones ou d'autres langues à travers le web. On participe à un projet l'idée par Daria, donc sur les humanités numériques. Et Graphia, c'est notre petit dernier. Donc lui, il est vraiment axé sur l'intelligence artificielle et il vise à mettre en place et déployer une surcouche d'intelligence artificielle sur l'un de nos services phares sur lequel faire. Juste pour vous dire que lorsque nous, Opera et ISBL, nous participons à des projets européens, évidemment, on lève de l'argent pour pouvoir mettre en œuvre les développements des services dont on a besoin, etc. Mais on ne lève pas seulement de l'argent pour nous, mais nous le faisons aussi pour notre communauté. Donc ici, on a essayé de faire le total de la totalité des financements que l'on a levés, en particulier auprès de la Commission européenne, depuis qu'on participe à des projets européens. Et en fait, le total, c'est 22 millions, y compris ceux qui sont en train de se déployer maintenant, là, entre 2025 et 2027. Donc 6 millions pour les projets 2025-2027 et 16 millions pour les projets passés et en cours. Et le point le plus important à comprendre par rapport à cette levée de fonds, c'est que cet argent, il est redistribué à nos membres, en fait. Parce que quand nous, Opera à l'ISBN, on va dans un projet européen, ou lorsqu'on coordonne un projet européen, on embarque notre communauté avec eux. Et donc ça, c'est un point qui est assez important parce que, encore une fois, la difficulté qu'ont les organisations, en particulier en sciences humaines et sociales, c'est de participer à des projets européens et donc d'aller chercher de l'argent européen. Pourquoi? Par la question du manque de taille critique, du manque d'expertise aussi, parce qu'il y a une technicité particulière à aller participer à des projets européens ou à être repéré par un certain nombre d'acteurs. Donc nous, on embarque notre communauté, en fait, on aide notre communauté à accéder à des financements européens pour développer des services. On est au service de notre communauté, y compris sur ce plan. Donc vous voyez en totalité, finalement, comme c'est beaucoup la France qui a l'idée de développement d'Opéra jusqu'à présent, mais en fait, il y a 5,5 millions qui sont revenus à différents organismes en France, CNRS, Exparcé, universités. Là, il y a l'Université de Lorraine, par exemple, qui commence à participer de plus en plus à nos projets européens, et ainsi de suite. Après, les Italiens arrivent en deuxième, les Allemands en troisième, et puis c'est réparti après selon les différents pays. Voilà pour les projets. Maintenant, j'en arrive au catalogue des services qui est peut-être, j'espère, la partie la plus complète et la partie peut-être la plus intéressante pour vous aussi.
qui est quels sont les services que nous sommes en train de développer pour la communauté. Voilà la liste des services que vous voyez ici. Et il y a quelque chose qui, normalement, sur cette slide, devrait vous frapper. C'est que vous vous dites, bon, GoTriple, je ne sais pas trop ce que c'est, Pathfinder, Prism, je ne vois pas trop, Vera, peut-être, mais Hypothèse, ça, je connais. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça veut dire que notre catalogue de services, c'est un catalogue de services qui est distribué comme l'est toute l'infrastructure Opera. Opera, c'est pas un centre qui fait tout pour tout le monde. Opera, c'est un centre de coordination qui agrège les ressources et les envies et les besoins et les modalités d'action de l'ensemble de sa communauté. Ça veut dire que dans notre catalogue de services, il y a des services qui sont gérés directement par Opera AISBL et il y en a d'autres qui viennent de nos membres, mais qui sont mis dans un catalogue de services commun pour toute l'Europe. Et pourquoi est-ce que ça fait sens d'avoir Hypothèse particulièrement aussi, venant d'Open Edition? C'est qu'Hypothèse, c'est le service le plus internationalisé d'Open Edition. Même si la plateforme de revues, la plateforme de livres, on a quelques éditeurs et quelques revues qui sont langue française, mais ça reste marginal par rapport à Hypothèse, où la communauté germanique, par exemple, s'est saisie d'Hypothèse pour publier des tas de carnets de recherche. En Espagne aussi, il y a une grosse communauté hispanophone, anglophone un petit peu aussi, et ainsi de suite. Donc, comme c'était le service d'Open Edition qui était le plus internationalisé, on s'est dit ça fait sens de le mettre dans un catalogue de services d'une infrastructure de recherche européenne. Alors, j'y vais sur les services. GoTriple, c'est un peu notre service phare, celui qui j'espère va attirer vraiment votre attention parce qu'il est méconnu et trop peu connu à mon avis, c'est assez injuste. Donc, c'est ce que nous, on appelle la plateforme de découverte des contenus de sciences humaines et sociales, en particulier ceux qui sont en accès ouvert au niveau européen. Donc, c'est un index c'est une plateforme qui indexe, en fait, les publications, mais aussi les profils de chercheurs et aussi les projets de recherche, au niveau européen, dans toutes les langues de publication. Et c'est ça, sa particularité. Donc GoTriple, c'est une plateforme par laquelle vous allez pouvoir taper votre requête dans votre langue et avoir une liste de publications dans 9 autres langues que la vôtre qui vont vous être retournées comme étant pertinentes par rapport à votre requête. Et pas seulement en anglais, si je peux me permettre, mais aussi en espagnol, mais aussi en portugais, mais aussi en allemand, mais aussi en polonais, mais aussi en croate, etc. Un gros partenariat avec Artchak, qui est une grosse plateforme de publication croate, et ainsi de suite. Et là, vous vous dites, bah oui, mais ça me sert à quoi, en fait, d'avoir des publications, d'avoir un article en polonais sur mon sujet de recherche? Nous, on va pas plus loin. C'est-à-dire, au niveau de GoTriple, c'est la découvrabilité. Vous l'avez découvert et c'est déjà bien. Vous savez que ça existe. Mais ensuite, avec la progression des outils de traduction automatique, vous voyez que c'est assez facile, en fait, pour vous, utilisateurs, de mouliner l'article dans votre outil favori. Et même si la traduction n'est pas parfaite, loin de là, en tout cas, vous avez le sens de ce qui est dit, de ce qui est démontré, et vous allez pouvoir éventuellement entrer en contact avec l'auteur, développer des partenariats, et ainsi de suite. Nous, on est sur la découvrabilité. Vous faire prendre conscience aux utilisateurs que telle ressource existe sur telle thématique à laquelle il aurait échappé, en fait, s'il avait utilisé n'importe quel autre outil. Comme Google Scholar, par exemple. Parce que la ressource en polonais, elle va peut-être apparaître, éventuellement, dans Google Scholar, quoique, mais elle va apparaître à la 25e page. Derrière toutes les ressources en anglais, et ainsi de suite. Donc là, on accroît la mise en visibilité. Et évidemment, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire pour les producteurs de contenu en français, évidemment, la découvrabilité est accrue auprès d'un lectorat qui n'est pas forcément francophone. Si ça vous intéresse de savoir comment ça marche techniquement, je peux tout à fait l'expliquer dans les questions-réponses, mais en gros, ça passe par l'utilisation de vocabulaires contrôlés qui sont alignés entre les différents et qui indexent, contre lesquels, en fait, on indexe les publications. Et c'est sur cette plateforme que le projet Graphia est développé. Donc, l'idée de Graphia, c'est de construire un arbre de connaissances en sciences humaines et sociales à partir de GoTriple. Et sur la base de cet arbre de connaissances, de développer ce qu'on appelle un agent conversationnel, donc un chatbot en intelligence artificielle, qui va être entraîné
exclusivement sur le corpus GoTriple. Et donc, qui va pouvoir aider les utilisateurs dans ce sens. Deuxième service, je vais aller plus vite sur les autres, Pathfinder. C'est un service à destination, donc aussi bien GoTriple, c'est vraiment à destination des étudiants, des chercheurs, mais aussi des acteurs de la société qui sont intéressés par un sujet. Pathfinder, c'est un service à destination des acteurs de l'édition. Donc les rédacteurs en chef de revue ou les personnels de services d'édition qui peuvent avoir besoin d'un service sur une étape de leur cycle de publication. Par exemple, qui peut héberger mes revues, par exemple? Où sont les plateformes qui me permettent d'héberger mes revues? Ou quels sont les fournisseurs de services qui me permettent de transformer en XML mes articles? Ou quels sont les fournisseurs de services qui me permettent d'accroître l'indexabilité de mes contenus et ainsi de suite? Et bien, en fait, l'idée, c'est de proposer à tous ces acteurs d'aller sur Pathfinder pour découvrir ces services qui leur sont offerts par qui? Par les membres d'Opéra. Puisque les membres d'Opéra, ce sont des presses universitaires, des services de publication, des infrastructures, des plateformes, des bibliothèques et ainsi de suite qui offrent des services, n'est-ce pas? Donc en fait, on les rassemble tous et en fait, on donne accès à la description de ces services aux rédacteurs en chef de revue, à la communauté scientifique qui a besoin d'identifier des services répondant à leurs besoins. Et pourquoi c'est important que ce soit les membres d'Opéra? Parce qu'en fait, lorsqu'une organisation veut devenir membre d'Opéra, c'est pas n'importe qui peut devenir membre d'Opéra. On lui pose pas mal de questions, et Stéphanie, tu le sais, puisque tu es toujours dans le questionnaire. C'est ça. On a un questionnaire qui est beaucoup trop long, d'ailleurs. On pose énormément de questions aux organisations qui souhaitent rejoindre Opéra. Mais surtout, on demande à ces organisations de signer ce qu'on appelle des Rules of Participation, donc des règles de participation qui, en fait, imposent qu'elles correspondent à certains critères dans leur comportement, en quelque sorte, dans leur gouvernance, dans leur manière de faire et ainsi de suite. Donc un engagement en faveur de la science ouverte, un engagement en faveur de la biodiversité, tout un ensemble d'engagements en termes de bonne gouvernance et ainsi de suite. Ce qui permet d'écarter, a priori, les acteurs qui peuvent être nocifs ou destructifs ou prédateurs sur l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, tout nouveau membre, en fait, toute organisation qui cherche à devenir membre d'Opéra, en fait, sa candidature est examinée par l'Executive Assembly qui vote sur la candidature. Donc, ça nous permet d'écarter, on va dire, les organismes prédateurs. Et donc, du coup, le catalogue de services qui est offert par Pathfinder, a priori, qui correspond à des organisations qui ont un comportement qui est plutôt bénéfique pour la communauté plutôt que prédateur. Parce qu'il y a une sélection qui a été faite. Le troisième service, c'est Prism. C'est un service qui est offert par le Directory of Open Access Book. Donc ça, c'est un service venant de la communauté. Et en fait, c'est un service qui vise à donner un accès à décrire de manière standardisée et simplifiée la procédure d'évaluation par les pairs qui est appliquée par les éditeurs sur les livres qui sont indexés dans le DOAB. Donc, vous avez le DOAB qui est cette plateforme qui indexe aujourd'hui 100 000 livres en accès ouvert dans toutes les disciplines scientifiques. Ça ne concerne pas que les SHS, il y a des disciplines non SHS qui publient des livres. Caroline en est témoin, des livres scientifiques et qui sont indexés a priori sur le DOAB parce qu'ils correspondent aussi à un certain nombre de critères de qualité. Un des critères de qualité pour un éditeur, pour un livre, pour être sur le DOAB, c'est qu'il faut qu'il ait été évalué par les pairs. D'accord? Il faut qu'il soit passé par une procédure d'évaluation mise en œuvre par l'éditeur, la maison d'édition. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, évalué par les pairs, parce que vous le savez comme moi, il y a 1000 manières d'évaluer par les pairs un livre. Il y a des évaluations qui sont sur la base d'un projet, d'autres sur la base d'un chapitre, d'autres sur la base de l'ensemble du manuscrit. Il y a des évaluations qui sont menées par le comité éditorial interne, d'autres par des évaluateurs extérieurs qui font des rapports au comité éditorial. Il y en a d'autres où la décision de publication est prise en amont, en aval, et ainsi de suite. Donc en fait, Prism, c'est le système qui permet de répondre très clairement au niveau de chaque livre à cette question. Qu'est-ce qui a été évalué? Par qui? Quand? Qui a pris la décision? Et donc nous, ce qu'on espère, en fait, c'est que cette information, elle soit suffisamment codée et standardisée pour qu'elle soit machine readable. On n'en est pas là, hein. Mais que l'idée, c'est qu'il y ait des outils d'indexation qui vont l'utiliser précisément pour trier ou pour catégoriser les publications, ce qui est une manière, me semble-t-il,
ou le début de, en tout cas me semble-t-il, une action visant à renforcer la qualité de l'information et la confiance dans l'information scientifique dans un univers où, me semble-t-il, il y a un énorme problème de confiance sur la désinformation et ainsi de suite. Donc là, on a le début de quelque chose pour reconstruire, on va dire, une structure de confiance dans la qualité de la publication et de l'information qui est diffusée, y compris en encodant en langage machine, d'une certaine manière, des informations sur la manière dont l'évaluation a été faite. Un troisième service qui s'appelle Metrics et qui a pour objectif de collecter les métriques d'usage sur les publications en accès ouvert. Donc, vous avez par exemple un article, mais surtout un livre. Ce service, on l'a vraiment développé pour les livres. Vous avez un livre qui est publié en accès ouvert. Très souvent, ce livre n'est pas publié dans un seul endroit. Il est publié sur plusieurs plateformes. Il est publié sur le site de l'éditeur. Il est publié, par exemple, sur OAPUB. Il va être publié sur JSTOR, par exemple, pour toucher un lectorat nord-américain. Il va être éventuellement republié encore par l'auteur dans l'archive ouverte institutionnelle. Et donc, le même livre est diffusé sur 3, 4 ou 5 plateformes. Évidemment, chacune de ces plateformes fait des hits. C'est-à-dire que le livre, il est accédé par chacune de ces plateformes. La question, c'est comment est-ce qu'on rassemble les métriques d'usage, donc la manière de compter les usages venant de toutes ces plateformes dans un seul endroit. C'est ce que fait Metrics. Et donc là, ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est un exemple d'un livre qui a été publié par Open Book Publishers. Et vous voyez en bas, en fait, les différentes plateformes sur lesquelles ce livre a été publié avec les métriques d'usage. Donc ça, c'est un des services qu'on a développé. Vera, c'est une plateforme qui vise à soutenir les recherches participatives en sciences humaines et sociales, donc dans le cadre de la science citoyenne. Donc, vous avez des équipes de recherche qui travaillent avec des acteurs de la société sur des projets de recherche participative. Donc, pour ceux qui sont investis dans ce type d'activité, vous savez comme moi qu'il est très difficile. D'abord, qu'il y a des défis particuliers à ce type de recherche et qu'il est assez difficile de trouver les outils adaptés à ce type de recherche, qui permettent aux citoyens comme aux chercheurs de travailler de manière collaborative, parce qu'ils n'ont pas les mêmes régimes discursifs, ils ne travaillent pas de la même manière, la collaboration est particulièrement compliquée, et ainsi de suite. Vera, c'est la plateforme qui les aide. Donc en gros, si vous avez un projet, vous allez sur Vera pour vous créer un compte, vous créez le compte de votre projet, vous invitez vos partenaires, et là, vous avez accès à une boîte à outils qui vous permet de travailler de manière collaborative, d'avoir accès aussi à une base de données de financement qui permet éventuellement de financer votre projet et évidemment de le mettre en lumière avec un petit espace de publication. Et ça, c'est le petit dernier qui va arriver bientôt, qui est toujours en bêta actuellement, qui est proposé par l'université de Coimbra, Mondaicos. Donc, comme son nom l'indique, il a été conçu par un latiniste. C'est une plateforme, et d'ailleurs, on la coque, enfin bref. C'est le résultat d'une discussion dans un taxi avec Delphine Léon, qui est vice-recteur de l'université de Coimbra pour les sciences ouvertes. Et c'est une plateforme de soutien à la traduction collaborative. Donc en gros, si vous avez des communautés qui ont besoin de traduire des textes, en particulier des textes scientifiques, dans plusieurs langues de manière collaborative, cette plateforme va les aider. C'est une sorte de Google Doc amélioré, si vous voulez, avec justement une interface d'alignement entre les différentes langues qui permettent en fait à ces communautés de gérer des traductions collaboratives. Si vous avez un projet de traduction, vous avez un seul traducteur pour un par texte, ça ne sert à rien. Le traducteur, il travaille tout seul sur son ordinateur. Et si vous avez une équipe de traduction qui se répartit le travail, là c'est intéressant parce que ça gère la collaboration. Avec un petit outil de traduction automatique qui est intégré, en fait, qui permet de démarrer. On a développé un laboratoire d'innovation, donc le Opras Innovation Lab. Donc ça, c'est un laboratoire qui est développé par nos partenaires polonais. J'essaie de marquer aussi la nationalité d'origine des différents composants d'Opéra. Vous voyez que c'est pas tout Opéra Central qui développe tout. C'est les Polonais qui développent l'Innovation Lab, c'est les Portugais qui développent la plateforme de traduction, et ainsi de suite. On a pas mal de développement en Italie aussi. Donc, Opera Innovation Lab, c'est un lab qui, en fait, joue un rôle d'incubateur pour tout ce qui relève de l'innovation. Donc, Stéphanie, tu parlais de l'innovation en matière d'édition, l'innovation éditoriale. Et en fait, l'idée, c'est vous avez un de nos membres, par exemple, qui développe une expérimentation sur un nouveau format, sur des nouvelles pratiques d'édition, sur une manière différente. Donc, une innovation vraiment dans l'édition.
eh bien, plutôt que de rester toute seule, elle va rejoindre l'Innovation Lab, où là, il va y avoir une équipe qui va organiser, par exemple, des présentations, des workshops, des retours d'expérience, aller chercher des financements ensemble pour identifier des opportunités de financement, partager des méthodes aussi de développement de l'innovation. Donc, c'est un incubateur pour ces innovations éditoriales qui est en cours de se développer. Je fais un petit point sur la stratégie, notre stratégie diamant. Donc, cela fait plusieurs années, comme je l'ai dit, qu'on est investi dans le développement de notre stratégie diamant. Donc, nous avons fait une première étude sur les revues qui s'appelle the Open Access Diamond Journal Study. C'était il y a 4-5 ans. Ensuite, avec d'autres acteurs, on a publié un plan d'action pour l'accès au vert diamant. On a publié tout un ensemble de prises de position très collectives pour faire en sorte que les politiques et les financeurs de la recherche soutiennent mieux, on va dire, le développement du diamant au niveau international et au niveau européen. Et on a eu ces 2 projets de recherche que sont Diamas et Craftway. Et en fait, tout ça aboutit à l'EDCH, donc dont je voudrais vous parler en 3 minutes, qui est le European Diamond Capacity Hub. Donc le DCH, c'est une sorte d'opéra en petit, vraiment centré sur l'action diamant. Donc c'est pareil, c'est très collaboratif, c'est un collectif avec plusieurs organisations qui participent. Et l'objectif de l'EDCH, c'est de mutualiser les ressources, les services et les actions pour la promotion du modèle d'édition diamant au niveau européen. Donc vous pouvez aller sur diamas.org et vous allez avoir un accès en fait à la page d'accueil qui est celle-là qui vous présente le DCH. Et je voudrais juste terminer sur les différents services que nous développons pour le DCH. Donc, on a identifié que un des points importants pour le développement du modèle d'action, du modèle d'édition diamant, c'est la qualité. Donc, en fait, une de nos grosses actions, ça a été de développer un standard de qualité commun au niveau européen qui s'appelle DOAS, pour Diamond Open Access Standards. Donc, ce standard de qualité, il a été publié, en fait, et il couvre tous les aspects de l'activité éditoriale, y compris la gouvernance, y compris les modes de financement, y compris les standards techniques, l'interopérabilité, les pratiques d'édition, etc. Et sur la base de ce standard de qualité, on a développé des services qui permettent à l'ensemble de la communauté de monter en qualité. Donc, la première chose que, par exemple, une maison d'édition, comme une presse universitaire ou un service de publication de l'université ou un fournisseur de services doit faire, c'est d'aller sur notre plateforme d'auto-évaluation où elle va répondre à un certain nombre de questions pour identifier où sont ses forces et ses faiblesses en termes de qualité par rapport aux standards. Et sur la base de l'identification des forces et des faiblesses, alors cet organisme va être conduit vers des outils et des services qui vont lui permettre d'avoir accès à des formations, d'avoir accès à des ressources documentaires, d'avoir accès à du soutien pour monter en qualité. Donc, et d'avoir accès aussi à une communauté à travers un forum que l'on a développé récemment. Il y a un autre service qui est important au niveau de l'EDCH, c'est ce qu'on appelle le Diamond Discovery Hub, et qui n'est pas encore publié complètement, mais qui va l'être au mois d'octobre. Et là, ça va être une liste d'autorités, ça va être un index des revues diamants au niveau européen, correspondant à un certain nombre de critères qui sont bien définis. Donc, je résume, et je vous laisse la parole, parce que je suis trop long. Je résume, pourquoi est-ce que c'est intéressant de rejoindre Opéra? Donc, premièrement, pour rejoindre une communauté. C'est-à-dire pour pas être seul, et pour rejoindre une communauté où vous rejoignez vos pairs, on va dire, au niveau européen. Donc, pour partager, discuter ses besoins et ses idées dans les fameuses Special Interest Groups. Pour faire entendre sa voix et participer à la gouvernance d'Opéra dans l'Assembly of Commons. Donc, en fait, 2 fois par an, nous rassemblons ce qu'on appelle l'Assembly of Commons, qui sont tous les membres d'Opéra. On les rassemble pour discuter de la feuille de route d'Opéra, des initiatives à prendre ensemble, et ainsi de suite. Et pour certains types de membres, donc on a 3 niveaux, on va dire, de membership, de faire entendre sa voix à d'autres niveaux. Participer à la conversation avec les pairs, évidemment, échanger des informations avec les autres membres via les discussions, accéder à un canal de communication exclusif avec toute l'équipe de coordination
qui permet aussi d'accéder à l'expertise que chacun y représente. Donc, on est une équipe de coordination, on a une spécialiste de la traduction, une spécialiste des sciences citoyennes et des recherches participatives, une spécialiste des livres en accès ouvert, un spécialiste des FAIR principes, des principes FAIR, un spécialiste des modèles économiques. Et donc, si vous êtes membre, vous pouvez interpeller ces personnes qui vous diront il y a de la place pour tous et voilà ce que vous pouvez faire. On réfléchit avec vous, en quelque sorte. Évidemment, un intérêt de rejoindre la communauté Opéra, c'est si vous avez une ambition d'être impliqué dans des projets européens, c'est une porte d'entrée. Donc, ça vous permet de bénéficier de cette aide pour participer à des projets européens, accéder à des financements européens pour développer vos services. Accéder à des formations spécialisées, des formations personnalisées, avoir un accès privilégié à certains services. Bon, évidemment, être soutenu au niveau de l'Innovation Lab. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai une partie sur Opéra FR, mais on peut l'aborder avec les questions si vous en avez, parce que je voudrais pas être trop long et je suis trop long. Oui, j'adore. Et je voudrais qu'il y en ait des temps de discussion surtout, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et que c'est le micro, il doit être la voix. Bon. Alors, merci de cette présentation. D'accord, oui, on a fait. Est-ce que vos collègues ont peut-être des questions? C'est vrai que je suis intéressée par votre présentation qui permet de mettre de l'ordre, en fait, dans tous les termes qu'on voit passer, en fait, dans les listes de diffusion. Comme ça, déjà, pour ça, c'est vraiment très, très bien. Maintenant, j'ai des questions sur vos projets parce que quand vous parlez de DOAS, moi, je pense à Kero. Quand vous parlez de GoTriple, je pense à Scanner. Et donc, voilà, j'avais un peu la question, c'est nous, en France, comme ça, comment on s'en sort avec toutes ces initiatives qui, parfois, nous paraissent un peu... redondantes. Voilà, je ne vais pas dire, je cherche un mot. Non, mais oui, pas besoin d'user une diplomatie, je comprends tout à fait la question. Alors, en ce qui concerne le SPON Kero, justement, on est en train de travailler à l'inclure dans un de nos prochains projets européens pour que il y ait au moins une coordination, voire une inclusion des futurs développements du SPON Kero avec le DCH en particulier. Donc, en fait, très souvent, les services qui sont développés au niveau français, ils servent une communauté française, a priori. Mais la difficulté, c'est comment est-ce qu'ils font pour monter à l'échelle ou pour s'ouvrir, on va dire, sur des collaborations en dehors de l'Hexagone pour pouvoir monter en puissance ou être complémentaires. Il y a tout un tas de scénarios possibles. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire identifier. Donc, par exemple, je vous réponds sur le SPOT Kero. On travaille déjà, par exemple, avec l'Université de Lorraine sur le prochain projet européen pour voir comment le SPOT Kero peut s'articuler à la plateforme de formation qu'on a développée avec Tiamas pour le European Payment Capacity. En ce qui concerne GoTriple, pour moi, alors je parlais de Scanner, mais pour moi, c'est surtout Isidore, en fait, le potentiel la potentielle duplication. Donc, pour moi, GoTriple occupe une place unique dans le paysage et répond à une fonction unique. Si vous alliez le fait que c'est pur SHS et seulement SHS, que c'est européen et pas seulement français, que c'est multilingue et que ça repose sur un alignement des vocabulaires personnels. Donc la technologie, par exemple, qui anime GoTriple, elle vient d'Isidore, puisqu'en fait, il y a le projet Triple. C'est Emmanuel qui était le coordinateur du projet Triple, et donc c'est la technologie d'Isidore qui a été utilisée pour construire GoTriple, mais avec un périmètre différent d'Isidore. Donc du coup, il n'y a pas pour moi de redondance. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à la difficulté pour moi, c'est d'arriver à m'en sortir. Qu'est-ce que voilà, on a des travails de variété. Oui, quand même, c'est non, je comprends. Oui, je comprends. Je pense que la meilleure, je vais juste répondre à ça, la meilleure manière d'y répondre, c'est en ayant la connaissance la plus précise possible des fonctionnalités et des périmètres de chaque outil. Et après, c'est pas à nous de décider à la place des gens de quel outil ils doivent ou quel outil ils veulent utiliser.
Mais par contre, notre responsabilité à nous tous, c'est de donner aux utilisateurs, donc aux étudiants, aux chercheurs, etc., une information très très précise sur ce que fait un outil, ce qu'il ne fait pas. Par exemple, parce qu'effectivement, il y a ce travers qui fait que lorsque les gens commencent à se sentir en concurrence avec d'autres outils, ils ont tendance à dire non, non, mais ça fait tout, en fait, ça vous fait le café aussi, ne vous inquiétez pas. Non, non, nous, on est sur notre périmètre et c'est tout. Et après, c'est aux gens de choisir en fonction de leur stratégie, me semble-t-il. Revenez juste 2 secondes par rapport à ce que tu as dit aussi, c'est que nous, concrètement, on est obligé de faire des choix. Donc, c'est vrai que ce que tu viens de dire, c'est choisir un outil approprié, mais finalement, parfois, on n'a pas forcément le choix parce qu'on doit aller vers l'essentiel. Mmh. Nous, on a beaucoup travaillé pour une mise en adéquation de Isidore. Aujourd'hui, on serait prêt à nous plonger dans le GoTriple sans problème. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous avez réfléchi à des passerelles, par exemple, entre Isidore et GoTriple? Peut-être que je vais expliquer le fonctionnement concret de GoTriple pour le référencement. Peut-être est-ce que c'est juste dans des métadonnées, parce qu'il y a vocabulaire contrôlé, etc. Mais comment, du point de vue de l'éditeur, pour faire de revue, moi, je peux mettre de l'article. Maintenant, on peut être intégré au mentionnage de GoTriple. J'ai compris la question, c'est de l'autre point de vue, en fait, du point de vue du producteur de données. Oui, pardon, c'est pas l'utilisateur. Mais comme il y a tout un tas d'audiences, du coup, j'ai besoin de savoir de quel côté vous parlez. Mais alors, d'une part, si vous êtes dans Isidore, vous êtes dans GoTriple, normalement. Vous serez dans GoTriple, parce qu'en fait, GoTriple moissonne Isidore, déjà. Mais vous y serez indirectement. Et vous pouvez être intéressé à faire l'effort aussi d'être indexé directement dans GoTriple avec, on va dire, un niveau de réactivité, par exemple, par rapport à votre calendrier de publication qui est plus rapide qu'en passant par Isidore, où là, vous allez avoir un délai, puisqu'en fait, c'est pas tous les jours qu'on moissonne Isidore dans la section. Et donc, après, c'est à vous de voir, effectivement, en termes de priorité. Vous pouvez vous dire, et moi, ça me va, hein, vous pouvez vous dire, moi, je suis dans Isidore et en fait, du coup, je suis dans GoTriple, mais avec ce délai et ainsi de suite, pas de problème. Ou alors, j'ai une stratégie qui consiste à aller directement dans GoTriple et à ce moment-là, je ne vais pas répondre à cette question maintenant, mais à ce moment-là, la chose que vous pouvez faire, c'est vous renseigner sur quel est le coût en termes de travail supplémentaire que ça représenterait pour vous d'être annexé dans GoTriple. Et vous faites un test. Oui, oui. Pour le chain. Pour une question sur le moissonnage, c'est pas d'abord un outil exact pour moissonner. Vous avez vu, si on est avec Chinouen, avec il y a du Isidore, et donc on va aller dans. Mais quels sont les éléments que vous allez chercher dans le projet, dans des documents, dans des publications qui vont être mentionnés? C'est les métadonnées. Oui, c'est les métadonnées, c'est pas le full texte, si c'est votre question. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une chaîne de fréquence vous mentionnez le texte? Parce que ça, j'étais, quand vous parliez, on cherche des trucs sur le micro-domaine sur le truc, et les éléments qui sont en open access, etc., ils sont mis dans le système, ils sont mis dans le alors, excusez-moi, c'est des publications d'où, en fait, c'est quelle publication? Pardon? Vous avez fait le test sur une publication qui est sur quelle plateforme? Voilà. Non, c'est-à-dire? Tout mon travail, tout mon projet et tous les trucs sont dans l'open access, et donc, du coup, il faut savoir quels sont les éléments qui seraient moissionnables. Vous avez fait ça du chef, récupérer avec les règles et le aussi. Donc, j'ai besoin de plus de détails techniques du coup, parce que si on... Parce que quand vous dites que vous êtes sur Humanum, c'est-à-dire que vous êtes sur Nakara ou bien? Absolument, je suis Nakara, je suis sur Humanum et j'ai déjà un peu qui est entièrement en mode sur le web. Je cherche avec le web, je cherche les données, elle a dans le ouais. Ça se passe pas. Les éléments suivent elles sont en cas a priori, il faut faire le pétale. Excusez-moi, c'est des données, c'est pas des publications, on est d'accord? C'est des datasets en fait. Alors, aussi bien des datasets, mais on va les là-dessus avec déposer sur la garde aussi.
Ok. C'est pas dans le Non, je sais. c'est savoir quels sont les éléments Ouais. déterminants qui sont effectivement identifiés. C'est que votre famille, en fait, puisse les récupérer sans problème. Monsieur Howard. Donc, ma réponse incomplète et insatisfaisante, mais c'est celle que je peux vous fournir au moment, c'est que nous, donc GoTriple indexe aussi des datasets, mais c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué en fait et beaucoup plus incertain on va dire, donc c'est pas trop la priorité. GoTriple est vraiment orienté sur les publications, puisque Opera en plus c'est vraiment sur les publications. Donc pour nous, les publications doivent être sur des plateformes de publication. Donc si vos publications sont dans Nakala, qui pour moi n'est pas une plateforme de publication, mais un entrepôt de données, C'est les images qui sont dans la cara. Mais oui, nous allons partir sur notre. mais elles sont où vos publications, Ahmad? C'est ça la question. Elles sont où vos publications? Par exemple, mettons un article. Vous avez publié un article. Oui, Où est-ce qu'il est? sur Al. Ah, sur d'accord. Et là, sur Al, on a une dataset sur une truc, tout un attaque des points de data possible de venir sur la cara. Comment ça, sur le plus bas possible, notre, alors, ça va être effectivement. Non, mais c'est très intéressant. C'est de savoir quels sont les éléments à inscrire dans nos CV, dans Ouais. la recette beaucoup justement. On est pas à se retrouver à devoir signifier que ça les va ou à bon. Donc, je vais vous répondre très vite. Sur HAL, pour nous, le point d'entrée des publications sur HAL, pour nous, c'est Isidore. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous m'avez dit que vos articles ne sont pas sur Isidore. Si, pas sur les Eh oui. Donc, c'est là, par là qu'il faut commencer, je pense. C'est pas. Et moi, ce qui me également sur Isidore. Non, faut vous demander à Isidore pourquoi il n'indexe pas vos publications sur HAL. C'est l'éditeur. Normalement, ils le font. Les éditeurs, je sais pas si c'est pour vous, parce qu'il est avec le moins d'éditeurs pour mettre sur. C'est ça. Bah, j'ai bien vu, je faisais la recherche, moi, je suis peut-être chez Litis pour la revue des équipes Racine. Et par exemple, j'ai fait la recherche pour un article de la revue, donc, ils sont sur Al, et effectivement, c'est pas sur Isidore. C'est moi, c'est les bons. Non, mais c'est ça qui est étrange, c'est que. Non, mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'à ma connaissance, Isidore, moi, ça me vient HAL, et je comprends pas pourquoi votre article n'y est pas du tout. Ça dépend peut-être comment sont enseignés les tabliers dans Al. Il faut faire vraiment attention des détails. Où est-ce qu'il y a un éditeur derrière? Hein? Est-ce qu'il y a un éditeur derrière? Chez quel éditeur vous l'avez publié? Je pense que c'est ça. Vous avez vraiment une revue. Donc, c'est identifié dans Oui, Al comme étant publié par une revue. Vous avez fait un dépôt dans un livre et donc par l'éditeur. Je pense que c'est peut-être là la nuance. C'est que là, c'est des publications. Donc, c'est éditeur. Il faut qu'il y ait un éditeur derrière, sans quoi ça rentre pas dans le champ. Ou une revue, ou une collection de revues. C'est une diffusion. Voilà. Et là, Bon, voilà, ça c'est l'intelligence collective. On a la réponse à ma question. Et ça, c'est ce qui est. c'est quoi la bande? Bonjour, merci déjà pour votre présentation. Moi, je suis Solveig Chaton, je travaille avec Anne Potel à la revue des études anciennes et je me demandais, vu que tous les services qui sont proposés par Opera sont accessibles par tout le monde, en fait même par les non-membres, par exemple nous on a un carnet hypothèse qu'on utilise à fond et qu'est-ce que ça change de devenir membre et de rejoindre la communauté Opera si de toute façon les services on peut les utiliser comme on les utilise? Très bonne question, parce qu'en fait, c'est une question philosophique que vous posez, et politique, en réalité. Parce qu'effectivement, la question, c'est pour inciter des organismes à nous rejoindre et à devenir membres, et donc à soutenir aussi financièrement ou en moyen le développement d'infrastructures. La question, c'est est-ce qu'on leur dit, ben en fait, l'infrastructure Opera, elle sert le bien commun, mais elle sert toute la communauté. Donc, c'est pas une question d'avoir accès à des services exclusifs, parce qu'en fait, vous rejoignez une entreprise collective pour l'ensemble de la communauté. Ou est-ce que on va basculer dans une logique qui peut devenir très très vite commerciale? On va vous dire, alors pour accéder à telle fonctionnalité, il faut devenir membre. Et là, on vous met la carotte en fait pour que vous puissiez faire le pas. Nous, jusqu'à présent, c'est plutôt la première logique qu'on a essayé de développer. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que, en fait, elle ne fonctionne pas dans tous les cas et elle est très difficile
Et on doit dire les choses, elle devient de plus en plus difficile à défendre, cette logique-là, en temps de restrictions budgétaires, où les ressources deviennent très très rares, etc. Et là, on a de plus en plus de gens qui nous disent, oui, nous, on vous aime bien, on aimerait bien vous soutenir, mais on doit faire des choix. Et moi, pour justifier ma dépense, si c'est le cas type des SCD, des bibliothèques, etc., ben en fait, il faut que j'achète quelque chose, quoi. Il faut que j'achète quelque chose d'exclusif pour moi, enfin moi, mes chercheurs, mon campus, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que nous, on a essayé d'hybrider un peu les choses. Donc, aujourd'hui, sur l'accès aux services, c'est ouvert à tous, en lecture. Par contre, par exemple, pour le Pathfinder, comme je l'ai expliqué, ce sont des services qui sont offerts par les membres d'Opéra exclusivement. Pour le moissonnage des publications par GoTriple, c'est ouvert à tous, puisque par exemple, on indexe Base ou on indexe aussi donc Isidore, où là, c'est pas que les membres. Par contre, les membres, ils ont un accès privilégié à indexer leurs ressources dans GoTriple. Pour Vera, on est sur du semi-ouvert, semi-fermé. On n'a pas encore complètement décidé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on voudrait bien que ce soit ouvert à tout le monde, mais on voit bien qu'on est poussé, en fait, à adopter une logique un peu de restriction et de vente de services exclusifs, qui n'est pas notre philosophie première, mais on essaie de s'adapter aussi à notre environnement. Et en fait, je pense que c'est une discussion c'est pas seulement une question que vous me posez, c'est une question que nous devons tous nous poser, et à laquelle on doit apporter tous une réponse. Quelle logique est-ce qu'on souhaite privilégier? Alors après, sur le fait d'être membre, quand vous devenez membre, en fait, ce que vous avez vraiment d'exclusif, c'est que vous avez un accès direct à la gouvernance. C'est-à-dire que lorsque nous adoptons notre plan stratégique, lorsque nous discutons collectivement de la direction que doit prendre Opéra, etc., là, c'est pas à tout le monde qu'on le demande, c'est à nos membres. Et là, c'est vous qui avez votre voix, qui pouvez porter votre voix pour influer sur les choix collectifs qui sont ceux de l'organisation. Et j'entre pas dans le détail après de comment, à quel niveau, et ainsi de suite, parce que c'est un peu technique, c'est pas très intéressant, mais c'est ça la logique. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire, rejoignez Opéra, pas tellement pour avoir accès à des services exclusifs, mais rejoignez Opéra si vous voulez peser, influer sur cette entreprise collective qui a l'ambition de parler d'une seule voix au niveau européen. Et qui nous représentera. Et voilà, exactement, qui a l'ambition de vous représenter. Et le fait que la revue soit pas forcément sur un modèle diamant ne pose pas de difficultés particulières. Non, c'est un modèle, redites-moi le modèle de la revue. Donc c'est une revue papier qui sort 2 fois par an et qui est une revue qui a 127 ans quand même. Mais je la connais là. Mais je sais pas où vous en êtes en fait. On est juste mais voilà, il y a une barrière mobile et ça finit par être en open access entre guillemets, mais au début on fonctionne quand même encore sur abonnement. Ouais. Et par contre on a le carnet hypothèse à côté. Ouais. Elle est de combien votre barrière mobile? Un an. Ouais. Alors, imaginons. Donc vous êtes une société savante, du coup vous avez une association, comment le... C'est l'université qui porte les là. Ah bah si c'est l'université, c'est pas très grave. Je... Parce que, en fait, le truc, mais ça me permet de repréciser quelque chose. Dans les fameuses Rules of Participation, où on demande à nos futurs membres de s'engager à un certain nombre de choses ou d'être conformes à un certain nombre de bonnes pratiques, nous ne disons jamais, nous n'avons jamais exigé, nous n'exigerons, enfin j'espère jamais, enfin bref, nous n'exigeons pas que nos membres soient à 100% accès ouvert. Jamais. Et moi, je me suis battu en interne contre des éléments de ma gouvernance, des Allemands particuliers pour qui c'était ou blanc ou noir, c'est-à-dire en gros, vous êtes full open access ou vous êtes out. Et moi, j'ai dit non, parce que notre objectif à nous, Opéra, c'est pas d'exclure les gens, c'est d'aider les gens à aller vers plus d'accès ouvert, plus de sciences ouvertes. Et donc, dans le dialogue que l'on a avec les futurs membres lorsqu'ils vont rejoindre Opéra, c'est un élément de discussion, c'est-à-dire qu'ils nous disent oui, ben non, aujourd'hui on n'est pas en accès ouvert, mais on a cette ambition, on a cette volonté, et en fait on rejoint Opéra pour y être aidé justement à aller dans cette direction. Et s'il y a cet engagement, alors bienvenue dans Opéra, vraiment. Ouais. Logiquement, c'est plutôt l'université qui... La revue appartient à l'université. Oui, tout à fait. Qui a déjà une action, de toute façon, très dynamique, en direction de la science ouverte, etc. Donc, il y a bien une raison pour laquelle je suis là. Voilà.
Outre le plaisir d'être avec vous, bien sûr. Est-ce que vous avez une autre question? Quand il y a, c'est pas très loin. Non, on est comme moi. Pas de souci. Oh, on est pas. Moi, je mets plutôt une réflexion en fait pour Opéra. C'est que comme en fait, on est tous à la recherche de financement, puisqu'en fait, c'est un petit peu le mot d'ordre qu'on nous donne, c'est de trouver des financements, notamment pour l'édition. Est-ce que Opéra pourrait mettre en exergue, en fait, justement, le groupe de travail qui travaille sur les financements ou sur lequel on pourrait s'associer à d'autres éditeurs pour trouver des financements, enfin, nous aider dans cette démarche pour aller au niveau européen ou à un autre niveau, puisque actuellement on n'est pas capable. En fait, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas où aller, et il faut être suffisamment important et important pour pouvoir postuler à quelque chose. Donc, il me semble qu'il y a là un créneau qui pourrait être utilement ouvert en fait pour les universités françaises, qui se retrouvent toutes avec des revues en SHS qui sont d'excellente qualité, mais où se pose de plus en plus la question de comment on finance les secrétaires d'édition, etc. Absolument. D'accord. Donc là, moi, j'ai une réponse à 2 ou 3 niveaux, en fait. Le premier, c'est que, oui, en effet, donc comme je l'expliquais, on essaie d'aider notre communauté et nos membres à aller chercher des financements européens. Ce qui est une bonne chose. Simplement, il y a une grosse limite à ça, c'est que les financements européens, c'est des financements de projets, toujours à durée limitée. Et donc, on se retrouve toujours à, ça, c'est quelque chose que, si vous avez participé à des projets européens, c'est toujours la même chose. On se retrouve dans la même aporie. On se retrouve toujours à courir après des financements qui sont toujours limités. Le financeur, il nous demande de développer des nouvelles choses qu'il faut maintenir après. Et donc, on a besoin d'autres financements et c'est un peu la course en avant. Donc, les financements européens, c'est très bien. Moi, je coordonne plein de projets, j'ai coordonné pas mal de projets européens et je continue à le faire et j'adore ça et je trouve ça vraiment extraordinaire de travailler dans un projet européen. On collabore avec des collègues d'autres pays parce que c'est ça l'Europe aussi. Donc ça, c'est très bien, mais c'est clairement pas suffisant. L'autre point, donc l'autre ligne d'action, c'est donc c'est le plaidoyer en fait. Parce qu'en fait, et c'est la ligne d'action diamant. La ligne d'action diamant, c'est de dire, donc on a un mouvement de développement de l'accès ouvert, auquel c'est surajouté le développement d'un modèle économique pour l'accès ouvert, qui est celui dit du Gold APC, où on charge des factures, en fait, on facture à l'auteur le fait de publier dans des revues ou de publier des livres avec des BPC, etc. Et ça, c'est un modèle qui devient hors de contrôle, qui coûte extrêmement cher, qui est hors de prix en réalité, quand vous prenez les chiffres cumulés et l'évolution de ces dépenses. Donc, en fait, qui siphonne les ressources en direction d'un certain modèle d'édition commerciale particulièrement prédateur, qui est inéquitable et qui, par ailleurs, a tout un tas de conséquences en termes de qualité, de baisse de qualité, de rétractation et ainsi de suite, parce que c'est une cash machine pour les éditeurs commerciaux et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de faire un plaidoyer en disant, en fait, aux politiques et aux financeurs de la recherche, il faut arrêter ça. Et les financements qui sont en train d'être engloutis dans ce modèle d'édition commerciale qui est prédateur et dont nous autres, nous pâtissons, parce qu'en fait, ces financements qui vont ailleurs, ça veut dire qu'ils vont pas ici, précisément. Mais en fait, il faut le rediriger. Donc, il y a le plaidoyer. Et je pense qu'avec notre action Diamant, on a fait avancer un certain nombre de choses. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a eu, par exemple, les conclusions du Conseil de l'Union européenne pour le développement d'un modèle d'édition plus équitable qui mette fin précisément au modèle prédateur du Gold APC. Il y a l'UNESCO qui se positionne sur le sujet. Il y a des déclarations des gouvernements et des agences de financement. Donc, par exemple, je vous dis très clairement, on est en train de travailler avec des agences de financement pour que, à terme, les frais de publication APC ne soient plus éligibles dans les financements des projets de recherche, que l'argent soit redirigé vers de l'édition équitable. Je ne sais pas si on va y arriver, hein, mais en tout cas, c'est une piste. Et vous allez me dire, bah oui, d'accord, mais en fait, c'est pas très concret ce que vous êtes en train de me répondre. Et je suis d'accord que là, je suis sur des plaidoyers au niveau, on va dire, très, très généraliste. Maintenant, je vais vous parler de choses plus concrètes. Il y a des établissements, il y a des organismes
qui prennent des actions concrètes pour rediriger les financements vers le soutien à l'édition Diamant. Donc l'Université de Lorraine en est un très bon exemple, qui a eu le courage de se désabonner en fait, de ressources pour récupérer des marges de manœuvre financières pour les réinvestir dans le soutien à son édition locale et aux infrastructures qui soutiennent son édition locale. C'est un modèle, donc l'Université de Lorraine a présenté son modèle ou son expérimentation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, dans plusieurs conférences, en particulier la conférence Opéra qui a eu lieu à Zadar. Et tout le monde était vraiment impressionné, on va dire, par ce modèle-là. Donc ça, c'est une manière de faire. Et puis je pense que tous les arguments qu'on développe à ce niveau très général, l'Union européenne, l'UNESCO, etc., on peut aussi les développer en direction des gouvernances des établissements, en leur disant, essayez, même en période, et surtout en période de disette budgétaire, essayez de faire des choix stratégiques. Donc de cesser, on va dire, de dépenser de l'argent pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, pour essayer de sauver de l'argent pour le réinvestir à soutenir de l'édition que vous faites chez vous, en fait, et sur lequel vous avez une forme de contrôle. Votre communauté scientifique a une forme de contrôle. Et donc, du coup, réinvestir sur les presses universitaires, sur les secrétaires d'édition de nos revues, investir un tout petit peu sur les infrastructures nationales et internationales qui, dans ces revues, ont besoin aussi, faire des choix stratégiques. Donc, en gros, pour moi, le message, aussi bien au niveau local que national qu'international, c'est arrêter de dépenser de l'argent, commencer à faire des investissements. En fait, c'est ça, l'idée. Ça répond pas complètement, mais c'est là qu'on est, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne chose. Et la question, en fait, de réflexion, c'est plus comment l'opéra pourrait nous aider à répondre à des appels, à des audiences, à des projets, en fait. Elle est un projet sur lesquels D'accord. on pourrait répondre sur les plusieurs à répondre. D'accord. Mais le seul montagne en termes sur la pas de chance, donc c'est même pas que pour te rappeler. Non, ok. Donc ça, c'est le mécanisme. Alors, donc déjà, devenez-moi. Lorsque vous... je commence par le début. L'étape 1. Et ensuite, donc c'est le mécanisme que j'expliquais un peu. C'est-à-dire, en gros, vous devenez membre, vous rejoignez ou bien le DCH, par exemple, ou bien un groupe de travail, les deux. Donc, vous envoyez des personnels, on va dire, dans ces groupes de travail. Et avec ces personnes, dans ces groupes de travail, vous réfléchissez avec d'autres à ce que vous pourriez faire ensemble, en fait. Et donc, si vous avez par exemple des pépites ou des choses que vous voulez développer, c'est ce moment-là que vous partagez avec d'autres membres dans les groupes de travail. Et à ce moment-là, ça se transforme assez rapidement en proposition de projet. Et là, comme nous, au niveau d'Opéra, en fait, on fait un scan permanent de tous les appels à projets de la Commission européenne qui sortent. Là, nous, on essaie de faire le mapping, en fait, entre l'expression des besoins ou des désirs, c'est-à-dire, vous pouvez dire, nous, on a envie de faire ça, on a envie de recevoir un financement européen pour développer telle chose, par exemple. Hein. Et nous, on vous dit, ah ben tiens, ça correspond à tel appel. Et puis, il y en a d'autres, il y a tel autre qui veulent faire des choses complémentaires. Donc, on va pouvoir faire un projet ensemble où vous allez participer au projet dans une tâche particulière, par exemple, et vous allez recevoir du financement pour développer votre truc, mais en collaboration avec d'autres. Et alors, c'est là que c'est très important, c'est que c'est collaboratif, c'est-à-dire que il faut faire des compromis, il faut aussi faire la preuve auprès d'autres de l'utilité de ce que vous voulez développer, pas seulement pour vous, mais aussi pour d'autres, parce qu'on met en commun, en fait, c'est ça le principe. Et en fait, c'est ça la mécanique. Et ça marche, hein, on a pas mal de projets qui si vous voulez, Mondaikus, par exemple, Mondaikus, je vous donne l'exemple. Ça, c'est un bon exemple. Donc, Mondaikus, c'est Delphine Léo, dont je parlais, l'université Coimbra. Lui, il voulait vraiment développer ce truc-là. Et en fait, ils ont commencé à le développer pour eux-mêmes. D'accord? Cette plateforme en interne pour les étudiants de l'université de Coimbra. Et évidemment, on s'est dit, et ça, c'est intéressant de le booster au niveau européen, de lui apporter des financements complémentaires qui vont permettre de faire un complément de financement. Donc, on l'a mis dans deux de nos projets successifs. Et donc, l'université de Coimbra, très concrètement, a reçu, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, 100 000 euros, je me souviens plus très bien, pour développer sa plateforme, mais avec une contrepartie, c'est qu'ils allaient développer la plateforme pas seulement pour eux, mais pour l'ensemble de la communauté en Europe.
C'est ça la contrepartie. Et voilà, ça c'est un exemple très concret pour être. Alors, comment devenir membre? Honnêtement, je pense que pour vous, c'est pas. Donc, il faut remplir le fameux questionnaire, voilà. D'ailleurs, on est en train de. Je suis désolé, Stéphanie, mais en fait, on est en train de simplifier. Je sais pas où tu en es dans le questionnaire. Je sais pas, ça doit être à la question. Non, je sais pas. En septembre, en tout cas, il sera beaucoup plus simple, mais à toi de voir ce que tu veux. Bien, non, mais ça me permet de réfléchir. C'est ça, c'était le but. Donc, faut remplir le fameux questionnaire. Faut qu'il y ait une personne en responsabilité de la gouvernance, que ce soit qui puisse signer les fameuses rules of participation. Après, il y a une interview avec un entretien, on va dire, avec le représentant national à l'Executive Assembly. Donc, en l'occurrence, c'est avec le CNRS. Je ne sais pas qui maintenant, mais en tout cas avec le CNRS. Et avec moi, parce que moi je suis coordinateur en charge de la communauté, donc c'est moi qui fais l'entretien. Et en fait, c'est pas un examen, hein, c'est pas le permis de conduire, en fait, c'est plutôt, on réfléchit ensemble de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va pouvoir faire ensemble dans Opéra. Et ensuite, tout le dossier est en fait est transmis à l'Executive Assembly qui prend ses décisions et qui vote. Et donc après, c'est à vous de voir le niveau de membership que vous voulez adopter, si c'est supporting ou si c'est ordinary. Et après, vous rejoignez la communauté Opéra et vous rejoignez en même temps le consortium Opéra France, qui a aussi ses réunions. Il y a un accord de consortium qui est en cours de construction. Et donc, par expérience, les universités en France, je crois qu'il y avait Rennes. Donc, il y a Rennes, ce sont que les presses. Alors, pour Rennes, c'est que les presses universitaires de Rennes en effet. Sinon, c'est l'université de Nanterre qui est notre grand exemple. Parce qu'en plus, ils sont supporting members, donc c'est Sciatec en particulier. L'intérêt d'être supporting member, c'est que vous avez accès à l'Assemblée Générale où vous votez le budget et le plan stratégique. Donc, c'est un pouvoir d'influence plus important, mais il y a une contrepartie financière, ce qui n'est pas le cas de l'ordinary member, hein, puisque là, il n'y a pas de contrepartie financière. Et puis, on a l'Université de Lorraine qui nous a rejoints, et Paris Cité est en train d'y réfléchir aussi. Et nous, notre désir, c'est qu'il y ait le plus grand nombre d'universités françaises qui nous rejoignent à Bruxelles. Et donc, une question, pourquoi Rennes, ce ne sont que les presses, pas le... Parce que parce qu'ils sont comme nous, c'est pas les presses universitaires de Rennes, on peut les rassembler. Ah, d'accord. J'ai bien. Ouais. Je pense que nous, notre communauté, je pose la question, mais je pense que la question, ça serait de savoir qui porte. Parce que justement, je n'ai pas fini de répondre au questionnaire, mais aussi parce que je ne savais pas si Ulna pouvait être se sentir légitime de porter effectivement ce projet. Donc ça, il faudra pour moi discuter avec. Voilà, avec la réponse est vraiment de votre côté. Voilà. C'est-à-dire comment vous organisez. Il faut se poser la question. Mais vous pouvez très bien avoir des candidatures, enfin des memberships séparés et vous coordonner entre vous. Vous pouvez tout faire en fait. Là pour le coup, nous on est très flexible parce que on est habitué à la communauté sciences humaines et sociales où il y a autant de cas particuliers et donc du coup on est très très flexible pour accueillir. Parce que l'UNA, on n'est pas bord de montagne. C'est vrai. Comme Rennes, c'est pour ça que tu penses comme Rennes. Je pense que vous vous ressemblez par cette mutualisée. C'est bien. Voilà. On a fait tout. Vous avez fait place. Pierre, merci. Merci à vous. On a fait tout.